Le président de la République effectue une visite inopinée au siège de la Mauritania Airlines pour s'informer sur les problèmes posés à la compagnie. Le Premier ministre reçoit le directeur du bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire supervise l'opération de déménagement des bénéficiaires du projet Nouvelle Vie. Bonsoir et merci de joindre nous pour ce journal. Je vous le disais donc dans les titres, le président de la République a effectué ce lundi une visite inopinée au siège de la Mauritania Airlines. Aussitôt arrivé, Mohamed Cheikh El-Ghazouani s'est réuni avec le staff administratif et technique de la compagnie, auquel il indique que des informations lui sont parvenues relatives à de sérieux problèmes au sein de la compagnie, surtout en matière de contrôle de ses vols en cette période, et qu'il a décidé d'effectuer cette visite pour s'enquérir de près des difficultés rencontrées et les principales causes de cette situation. Après avoir suivi une présentation du directeur général et son staff sur les problèmes et les contraintes auxquelles la compagnie fait face, le président de la République a souligné que cette société est considérée comme l'un des symboles de la souveraineté nationale dans le transport aérien et l'un des piliers de l'économie nationale et les outils de son orientation. Il a indiqué qu'il est nécessaire de l'accompagner ou d'accompagner la société par tous les moyens disponibles et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la régularité de ces vols, sachant que la perturbation des vols, le non-respect des délais, la mauvaise qualité des services fournis aux clients nuisent à la réputation de Mauritania Airlines et sa capacité d'atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée. Au sujet de la desserte des wilayas de l'intérieur, le président de la République a déclaré que la réalisation des aéroports dans certaines capitales régionales et la mobilisation des fonds colossaux pour leur construction et leur gestion sans qu'ils ne sont exploités jusqu'ici rend la Mauritania Airlines dans l'obligation d'étudier les moyens lui permettant de les exploiter et d'organiser des vols commerciaux réguliers vers toutes les villes pouvant garantir une rentabilité. Le président de la République a appelé l'ensemble des intervenants, qu'ils soient opérateurs économiques, privés et publics, ou citoyens, à apporter le soutien à la compagnie et à encourager le voyage à bord de ces vols et d'être objectif dans l'appréciation de ces prestations. Il a également exhorté la société à mettre en œuvre des réformes rapides et sur tous les plans techniques, commerciaux, financiers, administratifs et de tout mettre en œuvre pour prodiguer à ses clients un service de qualité digne pour sa crédibilité et pour la réputation du pays. À l'issue de la réunion, le président de la République a enjoint la compagnie à entamer immédiatement les procédures ou le processus de résolution de ce qui peut être résolu, des problèmes qui entravent l'entreprise d'exercer son travail comme il se doit. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a reçu aujourd'hui Ayman Youssouf Ralaïba, directeur du bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'entrevue a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et cette institution onusienne et les moyens de les renforcer. L'actualité parlementaire marquée ce jour par la participation par visioconférence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Magad, à la réunion des présidents des parlements islamiques consacrée à l'échange sur l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a d'abord informé ses pairs de la condamnation de la République islamique de Mauritanie, de ses dirigeants et de son peuple des attaques israéliennes contre le peuple palestinien et considère que l'escalade actuelle est le résultat inévitable des provocations contenues et des violations régulières
régulière plutôt des droits du peuple palestinien par les autorités d'occupation israélienne. Il a ensuite souligné l'urgence nécessitant de chercher un arrêt immédiat de la violence entre Israël et les frères palestiniens, faisant remarquer que l'escalade actuelle laisse présager des répercussions dangereuses qui pourraient menacer la sécurité et la stabilité de la région, ainsi que l'avenir de la paix dans le monde. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs fait savoir que tout le monde doit comprendre que la région du Moyen-Orient ne peut jouir de paix, de la sécurité et de la stabilité sans préserver la dignité du peuple palestinien et restaurer son droit inaliénable à établir son État indépendant avec El-Quds comme capitale, conformément à l'initiative de paix arabe et aux résolutions internationales pertinentes. Il a en définitive indiqué que la Mauritanie a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités en prenant les mesures nécessaires pour mettre fin au cycle de violence dans la région et établir une paix durable. L'Assemblée nationale, on y reste. L'hémicycle a abrité ce lundi la réunion de la Commission des relations extérieures consacrée à la discussion du projet autorisant la ratification de la Constitution et de l'accord de l'Union africaine des télécommunications. Cape Town, décembre 1999, revisé à Harare en juillet 2014. La Commission a suivi une présentation faite par le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Mohamed Abdullahi Loudi, dans laquelle il a abordé plutôt les objectifs et les justifications du projet de la loi subventionnée. Dans le cadre de sa présentation du projet de loi, le ministre a affirmé que l'Union africaine des télécommunications comprend actuellement 49 pays, dont la Mauritanie, en sa qualité de membre fondateur, en plus de 54 partenaires de l'intérieur et de l'extérieur de la région africaine, indiquant que la Mauritanie n'a pas signé la constitution de l'accord subventionné en 2014, ce qui lui impose de la ratifier ultérieurement. Comme à son habitude depuis la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif assiste chaque matin dans une cour d'école à la levée du drapeau. Ce lundi, Mokhtar Dahi était l'hôte de l'école Sid Ahmed Aïda et du collège des filles de Nouakchott-Ouest, dans lesquels il s'est informé sur le processus d'enseignement avant de suivre des cours dispensés aux élèves. Un récit signé Bokar Belaba. C'est un rituel quotidien pour les élèves et les staffs pédagogiques. Le lever des couleurs et l'entonnement de l'hymne national. À l'école Sid Ahmed ou l'Ahmed Aïda, située dans la Mouqata de l'Iksar, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould-Dahi, s'est informé du déroulement des cours dans cet établissement. Il a également visité un autre établissement dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il s'agit du collège des filles. Là aussi, il a été édifié sur l'avancement du processus d'enseignement au sein des salles de classe, assistant à certains cours dispensés aux élèves, écoutant les suggestions des responsables éducatifs de cet établissement scolaire. Au terme de ces deux visites, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould-Dahi, a déclaré que cette tournée a pour objectif de faire un suivi sur le terrain des établissements d'enseignement dans les premiers jours de l'ouverture des écoles et s'assurer de l'état d'assiduité des enseignants et des élèves. Il a précisé avoir remarqué une amélioration de la fréquentation et de la participation à la fois des élèves et du personnel d'encadrement. Le ministre a affirmé que les cours ont effectivement commencé et que le phénomène d'absence des élèves dans les premiers jours de l'ouverture de l'école est inacceptable, d'autant plus que l'année scolaire dure 9 mois et pourrait ne pas suffire pour terminer le programme et la perte d'une journée irréparable pour l'élève, ce qui implique à celui-ci d'assister aux premiers cours proposés à jour de l'ouverture et de bénéficier des cours de manière régulière et complète. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a discuté avec les représentants des parents d'élèves pour une rupture
avec les traditions dépassées de retarder les élèves dans les premières semaines d'ouverture, exprimant ainsi sa satisfaction devant le souci de ces derniers d'inscrire leurs enfants dans les écoles publiques et de les suivre au quotidien. Les bénéficiaires du projet Nouvelle Vie, nous en parlons dans les titres, ont commencé ce jour à mettre les petits plats dans les grands. Direction les nouveaux lotissements aménagés dans le secteur 22 à Toujunine. L'opération de l'aménagement supervisée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, a débuté dans le quartier de Sharm el-Sheikh à Arafat, où se trouvent des poches aléatoires sur les places publiques. Mohamed Khatat. Ici, dans la Muqata'a de Arafat, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, est venu superviser, en compagnie du wali de Nouakchott Sud, l'opération de transport des populations vers le secteur 22, où elles pourront commencer une nouvelle vie dans des conditions garantissant tous les services de base. Le ministre a indiqué qu'après avoir supervisé les opérations de relocalisation des familles ciblées par le projet Nouvelle Vie qui ont débuté à partir de la Gaza de Mbout dans la wilaya de Nouakchott Nord, le revoilà en faire autant dans la wilaya de Nouakchott Sud parce qu'elle est concernée par ce processus, a-t-il dit. Il a souligné qu'en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, demandant au département de relocaliser les populations vivant dans 28 poches d'occupation anarchique en les sortant de ces conditions pour leur offrir une nouvelle vie, leur permettant de vivre dans des endroits décents. Le rêve de ces populations est devenu aujourd'hui une réalité. Il a remercié les autorités administratives, sécuritaires ainsi que les départements qui ont aidé à la réalisation de ces objectifs, ajoutant que les dispositions nécessaires ont été prises pour que le transfert des populations ciblées se fasse de manière fluide, décente et transparente, complétant ainsi les étapes de l'opération. Il a demandé aux bénéficiaires d'être vigilants et d'informer les autorités de toute tentative d'occupation par des intrus de ces zones dédiées aux populations ciblées. Il est à préciser que les relocalisations bénéficient à tous les citoyens habitants des Gazra inscrits sur les listes de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour. Pour leur part, les bénéficiaires ont loué cette démarche, exprimant leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, qui leur a permis d'obtenir des lotissements, ce qui change leur vie. Certains vivant dans les bidonvilles depuis 15 ans et même plus. Direction à présent la capitale du Gidi Maha. Le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Ali Sidi Mohamed, accompagné du wali du Gidi Maha, s'est informé aujourd'hui sur l'avancement des projets d'infrastructure au niveau du réseau routier urbain de la ville de Sélibabi, de l'aéroport de la ville et de l'axe routier numéro 6 reliant la ville à Rabou. Malika Nikli. Deuxième jour de sa visite dans la wilaya de Gidi Maha, qui coïncide avec le début de l'année scolaire, le ministre de l'Équipement et des Transports a assisté en compagnie des autorités administratives et sécuritaires à la cérémonie de levée du drapeau national et a écouté l'hymne national entonné par les enfants de l'école numéro 10 de Sélibabi. Le ministre de l'Équipement et des Transports a visité les classes et a suivi la nouvelle méthodologie adoptée pour dispenser les cours. Au cours de cette visite à différents projets d'infrastructure, le ministre s'est informé de l'avancement des travaux en cours au niveau du réseau routier urbain reliant la ville de Sélibabi à la Muqata'a de Gaboum. Ce tronçon routier permettra le désenclavement des nombreuses localités et villages ruraux. Une meilleure fluidité de la circulation des biens et des personnes sera ainsi opérée entre la capitale régionale et les différentes Muqata'a avoisinantes. Dans la ville de Sélibabi, le ministre a visité plusieurs projets d'infrastructures de développement relevant de son département, tels que le projet de modernisation de la ville, des routes bitumées, en plus du projet de trottoir réalisé avec des matériaux locaux et des pierres de taille. Des infrastructures importantes relevant de son département effectuées par le génie militaire. L'aéroport de Sélibabi est également l'une des étapes de cette visite du ministre, qui a été reçue par le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. Le ministre et la délégation qui l'accompagne ont reçu d'amples explications
sur l'importance de cette infrastructure et son impact positif dans le domaine du transport aérien. La délégation, conduite par le ministre, s'est rendue sur le tronçon de la route reliant Celibabi à Kaïdi pour s'enquérir et voir de visu l'état d'avancement des travaux. La veille, le ministre de l'Équipement et des Transports a tenu une réunion avec les responsables des sociétés exécutant les projets routiers au niveau de la wilaya et les représentants des bureaux de contrôle. Au cours de la réunion, le ministre a donné des instructions aux responsables de ces projets routiers quant à la nécessité de respecter pleinement les normes techniques convenues et de respecter les délais fixés pour l'achèvement des travaux. Nous revenons à Nouakchott qui a abrité ce jour une exposition de livres et de manuscrits organisée par le Haut Comité en charge de la célébration de la proclamation de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique. L'exposition inaugurée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Dji, a vu la participation de 16 bibliothèques et de maisons d'édition. Bokar Baylaba. Une dizaine de bibliothèques et de maisons d'édition participent à cette exposition. L'objectif est de mettre en relief le rôle pionnier de Bilal Chingit dans la diffusion et la vulgarisation de la culture islamique en Afrique. Et c'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Dji, qui a supervisé l'ouverture de cette exposition organisée par le Haut Comité en charge de la célébration de la proclamation de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique. Sur place, le ministre a fait le tour des pavillons de l'exposition et il a suivi des explications sur les précieux livres et manuscrits exposés et qui contiennent de nombreuses connaissances de nature à préserver l'histoire et le passé radieux de notre pays. Mohamed Ould-Sidi Abdallah est le secrétaire général du comité supérieur chargé de préparer la célébration de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique, explique que cette exposition permet de mettre en évidence la contribution des érudits, auteurs et éditeurs mauritaniens dans ce domaine. Une bonne nouvelle pour les malades souffrant d'insuffisance rénale. Ils pourront désormais s'approvisionner en médicaments auprès de la CAMEC, la centrale d'achat de médicaments, d'équipements et de consommables. Cela grâce au ministère de l'Action sociale, de l'enfance, de la famille, dont la ministre a lancé ce lundi une nouvelle phase de l'opération de fourniture de médicaments essentiels aux patients insuffisants rénaux, en collaboration avec le département de la santé. Mohamed Ratat. C'est par la coupure de ce ruban symbolique que la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Saviem Taha, accompagnée de la ministre de la Santé, Mme Naham Hamdioul Mouknas, a inauguré ce matin, depuis l'hôpital de Cheikh Zayed de Nouakchott, la nouvelle phase de l'opération visant à fournir gratuitement les médicaments essentiels aux patients souffrant d'insuffisance rénale. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille de souligner que c'est la 4e pharmacie du genre, après celle ouverte à Nouakchott, qui fait Nouadhibou, en coopération avec le département de la santé à travers la centrale d'achat de médicaments, d'équipements et de consommables, la CAMEC. L'opération, a souligné Mme la ministre, s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour prendre en charge les groupes vulnérables en tant qu'incarnation du projet sociétal du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. La ministre a salué les efforts déployés par les responsables de l'hôpital de Cheikh Zayed pour faciliter l'ouverture de la pharmacie qui fournira gratuitement les médicaments aux patients ciblés. Les bénéficiaires ont loué cette initiative et remercié le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, pour cette grande attention qu'il accorde aux groupes vulnérables, en particulier aux patients souffrant d'insuffisance rénale. En marge de l'inauguration de cette pharmacie, la délégation ministérielle a visité le centre d'hémodialyse et constaté de près l'état des patients, écoutant leurs commentaires et suivant les explications des équipes médicales supervisant l'hôpital. Dans le même contexte, la ministre de la Santé a visité la pharmacie centrale du centre hospitalier et les entrepôts frigorifiques de médicaments affiliés à celle-ci, soulignant la nécessité d'améliorer davantage les services de santé et de les rapprocher des citoyens. L'actualité est marquée aussi ce lundi par le lancement d'un atelier centré sur les possibilités de coopération entre la Délégation générale de la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Tarazour, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance.
La rencontre permettra aux deux parties d'échanger les expériences et les idées en vue d'identifier les points d'intersection dans le cadre de leurs objectifs communs, dans l'intérêt des populations qu'elles cherchent à servir. Mohamed Khatat. L'objectif de cette rencontre consultative est de discuter des possibilités de coopération entre Taazour et l'UNICEF dans le domaine de l'emploi des jeunes et de l'accès à l'eau potable. En d'autres termes, cette rencontre permettra aux deux parties d'échanger d'expériences et d'idées, identifiant les points d'intersection dans le cadre de leurs objectifs communs dans l'intérêt des populations qu'elles cherchent à servir. J'invite mes collègues de Taazour de contribuer de façon significative et de façon horizontale par une interaction prouvée avec leurs collègues de l'UNICEF et de nous permettre de sortir avec une feuille de route, avec des actions pratiques pour résoudre ces thématiques qui ont été retenues, ces thématiques transversales qui sont urgentes et qui sont d'actualité, à savoir l'emploi, en particulier dans le préscolaire et le communautaire, mais l'emploi des jeunes en général, et comment les lier avec les activités génératrices de revenus, qui, vous le savez, constitue l'un des axes d'intervention de Taazour, mais également comment donner des éléments qui permettent donc un travail de groupe entre eux et éviter surtout, comme nous sommes habitués à le faire, à faire un travail vertical. Ayons de travailler de façon horizontale et de façon transversale. Pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, cette rencontre représente une opportunité importante et une nouvelle étape dans le cadre de la coopération entre les deux institutions. Je suis très impressionné par l'engagement de Taazour à accélérer ses résultats, à travailler en lien et en appui aux institutions de l'État, à la société civile, aux communautés comme accélérateur de résultats. Je pense aussi que ce qui nous ramène ensemble, c'est ce souci d'innovation, de trouver des réponses et on va dire des solutions nouvelles à des problèmes qui sont des problèmes parfois structurels. Pour rappel, cette rencontre réunit deux institutions dont la mission est d'œuvrer pour la justice sociale, les droits des enfants et le renforcement de la protection des couches fragiles de la société. C'est donc un élément signé Bokar Bailaba. Mohamed Khatat tout de même, avec cette page santé. Le président... nous refermons ce journal par une page santé. Je disais tout à l'heure, avec le démarrage aujourd'hui d'une session de formation au profit de la 6e promotion du programme de la formation en épidémiologie de terrain, première ligne. L'atelier vise à renforcer les capacités du système sanitaire national et celles de son personnel. C'est un atelier de formation qui profite à la 6e promotion du programme de formation sur l'épidémiologie de terrain de première ligne. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Amir Mohamed Haj, de préciser. Dans le cadre de la gestion des urgences de santé publique, le ministère de la Santé de la République islamique de Mauritanie a inscrit le renforcement des ressources humaines parmi ses priorités. C'est ainsi qu'en collaboration avec le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies de CDC, le REDIC et le Réseau africain d'épidémiologie de terrain, AFNEF, mon département a entrepris le processus de mise en place d'un programme de formation de base en épidémiologie de terrain pour plusieurs cadres et personnels de notre système de santé publique et sera depuis 2016. Merci à tous les acteurs qui ont contribué. Nul besoin de rappeler ici que les maladies n'ont pas de frontières et peuvent se propager rapidement. Aussi, dans un contexte de résurgence, des épidémies telles que la Covid, la fièvre de la vallée du Rift, le Crimée-Congo, la rougeole, la rage, et j'en passe, il est donc capital que les systèmes de santé soient renforcés en personnel de qualité, capable de réagir rapidement pour la riposte à tous les niveaux, à travers l'approche en elle. Permettez-moi de remercier au nom du ministère de la Santé le projet REDIC pour le financement de la 6e et 7e cohorte de formation en épidémiologie de terrain de base au profit de 54 cadres de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale, dont le lancement nous réunit aujourd'hui. Au cours de leurs différentes interventions, les participants ont souligné l'importance de cette formation intensive de 3 mois qui donnait de l'engagement de la Mauritanie à améliorer la surveillance épidémiologique grâce à la formation technique
continue de son personnel de santé. Parlant au nom de la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, M. Raymond a déclaré. L'Organisation mondiale de la santé vous rassure de sa disponibilité à accompagner ce processus avec ses experts. Nous sommes disponibles pour accompagner les formations sur le terrain, le mentorat, les supervisions et même l'évaluation des résidents à la fin de leur formation. Vous pouvez compter sur les collègues qui sont au niveau du bureau de l'OMS ici en Mauritanie. Il importe de préciser que cet atelier qui est organisé par la Direction générale de la santé publique en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Mauritanie et le réseau africain d'épidémiologie du Centre américain de contrôle épidémiologique permettra aux 27 professionnels des secteurs de la santé, du développement animal et de l'environnement qui y participent de bénéficier d'informations théoriques et appliquées sur le terrain dans les domaines de la collecte et de l'analyse des données et de l'application de leurs données aux maladies et événements liés aux épidémies et aux événements dans le domaine de la santé publique, ce qui facilitera la communication et la coordination entre les différents secteurs concernés de façon plus efficace et plus efficiente. Voilà, nous arrivons à la fin de notre édition. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République effectue une visite inopinée au siège de la Mauritanian Airlines pour s'informer sur les problèmes posés à la compagnie. Le Premier ministre reçoit le directeur du bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire supervise l'opération de déménagement des bénéficiaires du projet Nouvelle Vie. Voilà, c'était tout pour notre journal. Merci à vous de votre attention. Dans quelques minutes, retrouvez votre émission Zoom sur avec Adaï Khetara. Bonne soirée.